Aujourd'hui, des millions de Parisiens rapportent leur téléviseur au magasin. Mercredi, ils voyaient que du noir et du blanc. C'est la fête chez Cristiano Ronaldo parce que lui, il n'a jamais été exclu des éliminatoires de la MLS. Et on couronne les grands gagnants de mon nouveau jeu préféré. Dis-moi que tu veux que l'Arabie Saoudite accueille la Coupe du Monde en 2034 sans me dire que tu veux que l'Arabie Saoudite accueille la Coupe du Monde en 2034. Ici Hassan Camara. Ici Olivier Tremblay. Vous écoutez Tellement Soccer. Je t'annonce la victoire du Paris Saint-Germain. Facile. J'étais Vous dubitatif. n'êtes pas capable de battre Clermont. Non, mais c'est le cas. C'est ce qui s'est passé face à Marseille ou en Ligue des Champions face à Dortmund. Ils ont perdu contre Nice. Ah ouais. Ils ont massacré Dortmund. Ah ouais. Match nul contre Clermont. Ils vont massacrer Newcastle. Je suis désolé de te dire ça, mais ça va être le cas. Et puis, on va mettre au moins 2 buts à St. James Park. Et tu vas revenir la semaine prochaine en me disant, Hassan, je suis désolé. Et puis, je vais venir avec un caleçon du Paris Saint-Germain. Tu vas venir faire l'émission avec. Et voilà. Comment ça, un caleçon? Voilà On le verra même pas. Ah, des bobettes, pardon. C'est ça? Des bobettes? Allez. C'est correct, je parle français de France aussi. Je sais c'est quoi un caleçon. C'est ça. Ah là là. J'ai des belles bobettes bien neutres cette semaine. C'est cruel, On les voit pas. Ben oui, c'est un autre Tellement Soccer. C'est l'épisode où on troll Hassan Camara sans arrêter. C'est mérité, n'est-ce pas? Au vu de l'assurance que je démontrais, au vu des images, là, Ben, c'est ça. Je mérite. Voilà, tu t'es brûlé sur Mais ce coup-ci. je parlais du match retour au Parc des Princes. Ah, c'est ça. C'est pour ça que tu me disais, on va mettre au moins 2 buts à Saint James. Exact. J'imagine que c'est ton petit nom pour le Parc des Princes, ça, Saint James. Non, c'est un petit café aux alentours de Paris. Ah, c'est ça. Et là, on avait fait un pari, n'est-ce pas, que Oui. on allait imposer le gagnant, c'est-à-dire moi, allait imposer un produit dérivé de son choix C'est vrai. au perdant. J'ai déjà commis la réplique, la maquette du stade de Saint James, le vrai Saint James ici. Par contre, et là, Hassan, comme la semaine dernière, ne m'a pas écouté, je lui ai demandé de porter une chemise parce que j'ai quelque chose d'autre pour lui. Ah, je savais. On a une magnifique cravate de Newcastle United. Voilà, je te laisse nouer ça. Écoute, j'ai regardé ma garde-robe ce matin, j'ai regardé la chemise que je voulais mettre. Je te jure que j'ai mis une chemise blanche en partant. Au vu du froid, Il vraiment... se cache derrière la météo. J'ai enlevé la chemise et je suis parti pour un petit pull. Mais Et là, tu payes le prix. Ouais. C'est ça qui arrive. Tu payes le prix. Ouais, il faut assumer dans la vie. Donc, c'est pas très Voilà. esthétique. Donc, pendant Mais- que... Ben, c'est ça. On va te laisser faire ton nœud de cravate. C'est Oh, important quand même. j'ai J'ai défait le nœud de cravate. J'ai l'habitude. Je de lui cravate, laisse... d'ailleurs. Oui, monsieur est sportif professionnel. Il faut qu'il se fasse un nœud de cravate à tout bout de champ. Le temps de vous rappeler que oui, Newcastle a gagné 4-1, des buts de Miguel Almiron, Dan Burn, Sean Longstaff et Fabian Schär. Lucas Hernandez qui a marqué pour le PSG. Et d'ailleurs, c'est beau ça. Je savais beau. que tu serais beau comme un cœur avec ça. Ça fonctionne avec le pull. Ben oui, ça fonctionne. Ça, c'est une belle grande célébration pour moi. Et justement, je viens de noter les buteurs, oui, mais on n'avait pas besoin que de ça à Saint James pour célébrer. Toute raison était bonne pour célébrer à Saint James. On peut regarder ça. Ça fêtait comme si c'était des buts. J'ai rarement vu une foule engagée comme ça en même temps. Ça fait 20 ans que le nord-est de l'Angleterre attend ça. Ouais. Hassan, ça fait quelques fois pendant qu'il y a des clips qui passent que tu utilises le verbe démonter, Ouais. se faire démonter. Le PSG s'est fait démonter et est-ce que c'est pas le reflet de ce que cette saison-là est en train de devenir aussi pour le PSG, une saison, il y a une grosse transition qui s'opère forcément, plus de Lionel Messi, plus de Neymar. Tu t'attends à ce que Kylian Mbappé prenne cette équipe-là sur son dos. C'est pas du tout ce qui est en train de se produire. Non, pas du tout. Et puis, comme tu l'as dit, au niveau de l'état d'esprit, on
commence à se poser des questions. Je dis commence parce qu'on reste encore dans le début de saison, donc forcément on a envie de croire à de belles choses dans les semaines à venir, mais la réalité c'est que tu peux pas arriver avec ce manque d'engagement face à une équipe anglaise qui a investi dans des joueurs de qualité. Est-ce qu'ils ont sous-estimé Newcastle, tu penses? Je pense, ouais. Franchement, oui. Dans l'état d'esprit, franchement, on était à peut-être 3 niveaux, 4 niveaux en dessous de ce que proposait Newcastle à domicile. Ça défendait en avançant. Le milieu de terrain était incroyable. Dans les duels, ça a été exceptionnel aussi. Et pour couronner le tout, on avait un public qui jouait justement son match. Le fameux 12e homme était réellement là. C'était fou. Il jouait son rôle et puis tu sentais vraiment que là, pour sortir avec les 3 points, ça allait être difficile. Donc, dans l'état d'esprit, tu étais en dessous. Et en plus, tactiquement, ce qui a été proposé par Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, c'était juste une preuve de suffisance. Et on a pris de haut Newcastle. On a joué avec 4 attaquants. C'était kamikaze. Mais c'est ça, tu jouais une ligne de 4 attaquants. Tu laisses seulement 2 milieux de terrain à l'extérieur face à une équipe justement qui met de l'engagement, qui met de la difficulté. Tu partais justement à l'abattoir. Et ça a été le cas pendant presque 90 minutes où ça aurait pu même être bien pire. 3-1, mais c'était épouvantable vraiment à voir le PSG jouer de cette façon-là. J'ai pas adhéré du tout. T'as oublié Fabian Schär. En plus, le magnifique but. Magnifique but pris à la fin. Je veux dire, le score reflète la physionomie du match. C'est amplement mérité et franchement, je pense qu'ils doivent corriger énormément de choses s'ils veulent. Espérer quelque chose en Ligue des Champions, sans ça, là, tu passeras même pas le groupe. Il y a le Milan AC aussi, Dortmund. Je veux dire, c'est des équipes costauds. Donc, tu peux pas arriver justement avec ce degré de suffisance et à dire, moi, je vais jouer avec 4 attaquants à l'extérieur en Angleterre face à Newcastle. Non, ils nous le font payer cash et puis c'est mérité. C'est mérité. Et là, on parlait beaucoup de, justement, Kylian Mbappé qui arrive dans le Nord-Est, qui vient jouer à Newcastle. Ça faisait longtemps qu'il y avait eu un joueur de cette classe-là sur cette pelouse-là. Les supporters du Paris Saint-Germain qui étaient très confiants en arrivant à Newcastle, en disant que ça allait être facile et tout ça, que Kylian Mbappé allait brasser la cage. Et là, après le match, c'est complètement l'inverse qui se passe. Il est la cible de nombreuses critiques. Oui. C'est comme si... Je ne sais pas comment qualifier ça. Je ne sais pas comment interpréter la manière dont les partisans du Paris Saint-Germain gèrent leur relation avec Kylian Mbappé parce que, c'est le garçon qui, en théorie, devrait être un peu le porte-étendard de cette équipe-là, qui soutient cette équipe-là, qui l'a à cœur. Normalement, tu essaies d'en prendre soin autant que tu peux, mais il a atteint un tel niveau que, nécessairement, il va être la cible de critiques et il est la cible de nombreuses critiques. Oui, tu as parlé de Luis Enrique, mais à quel point est-ce que la part de responsabilité de Kylian Mbappé est grande là-dedans? Elle est engagée dans le sens où il a demandé à avoir des responsabilités. Ouais. La réalité, c'est que c'est son club aujourd'hui, c'est lui la tête de gondole. Et à Paris, on aime taper sur les stars. Au PSG, en tout cas, c'est comme ça. C'est difficile de sortir de là grandi constamment. On l'a encensé quand il méritait de l'être. Mais lorsque ça va pas, forcément, il faut trouver des coupables. Et Kylian Mbappé est le mieux placé, entre guillemets, pour l'être à chaque fois. Mais quand tu parles du niveau d'engagement, justement, est-ce que c'est là que tu vois que le bas blesse avec Kylian Mbappé? Est-ce que tu l'as senti engagé dans ce match-là? Et même dans les matchs précédents et suivants, ils ont gagné en fin de semaine. Mbappé a fait les 90 minutes, je pense, mais il n'est pas sur la feuille de pointage. Ça fait un moment là, qu'il ne trouve pas le fond du filet. Oui, non, il n'y est pas. En ce moment, il n'y est pas. Il n'est pas dans sa forme optimale. Quand je parle de forme, c'est aussi d'attitude. J'ai pas aimé son attitude à Newcastle. Je trouve il montrait beaucoup de suffisance dans son repli défensif. Il n'y était pas non plus. Beaucoup de gestes d'humeur aussi. Et puis tu avais l'impression que pour lui, c'était juste un match à passer. Et puis si on le perd, c'est pas très grave. C'est un petit peu ce qui ressortait de son langage corporel. Alors que c'est le projet du club d'aller gagner la Ligue des Champions. Ouais, Peu importe la manière dont on y arrive, le projet, c'est gagner la Ligue des Champions. Il n'y a plus de Messi. Il n'y a plus de Neymar sur qui taper, il n'y a plus de Marco Verratti. Donc forcément, on regarde... On pourrait taper sur Marquinhos, honnêtement. Oui, sur le coup, c'était compliqué pour lui aussi. Mais je veux dire, Kylian Mbappé doit justement embarquer dans ce projet-là à travers l'attitude.
Il a voulu des changements. Il y a eu pas mal de remaniements aussi. Il y a eu des joueurs qui sont arrivés pour l'encadrer aussi, pour jouer autour de lui. On appelle la bande à Kiki autour de Kylian Mbappé, avec Kolo Muani, avec Ousmane Dembélé, qui sont très proches de lui et qui amènent le rapport aussi offensif autour de lui. Je veux bien, mais ça ressemble à la vieille ligne de Zinedine Zidane quand le Real Madrid a vendu Claude Makelele puis qui ramasse David Beckham. Puis pourquoi mettre une autre couche de peinture sur la Bentley quand tu vends le moteur? Oui, exactement. C'est exactement Marco ça. Verratti n'est plus là. Ce genre de joueur-là, il n'y en a pas. Oui, ça manque de lion, ça manque de joueurs capables justement de tenir le ballon au milieu de terrain. Je trouve que tu as parlé de Marco Verratti, mais pour moi, ça aurait pas été un. J'aurais aimé qu'il soit justement présent dans ce type de match parce que je sais qu'il aurait pu amener sa qualité dans un bon état d'esprit. Mais la réalité est celle-ci, c'est qu'il y a eu du changement et aujourd'hui, c'est l'équipe de Kylian Mbappé. Donc à lui justement d'endosser son rôle de leader. Tu es en train de me dire que c'est pas un bon directeur sportif, ce gars-là? Justement, c'est pas le rôle qu'on veut le voir endosser. On veut voir un joueur engagé qui assume ses responsabilités sur le terrain. Il est capitaine de cette équipe, entre guillemets, officiellement. En équipe de France, c'est le capitaine aussi. Et puis, c'est dur de le voir faire ce genre de prestations là où on l'attend le plus. Forcément, il en faut plus de Kylian Mbappé si le PSG veut espérer quelque chose. Et puis, il s'est mis dans la difficulté en termes de communication et de choix aussi. Il est en fin de carrière. Lapsus. Il est en fin de contrat. Eric Cantona. Exactement. Il a décidé de ne pas renouveler son contrat avec le Paris Saint-Germain pour l'instant, ce qui fait que il se crée une pression supplémentaire. On en attend énormément pour sa dernière saison avec le Paris Saint-Germain. Donc forcément, les yeux sont rivés sur lui, sur son attitude, sur les statistiques qu'il a. Et à lui justement d'assumer son rôle jusqu'à la fin pour ne pas penser qu'il est parti avant même de... Il est parti psychologiquement avant même la fin de saison. Donc, Kylian Mbappé pourrait être... la couche de peinture dorée sur la Bentley qui fonctionne à plein régime au Real Madrid. Il y a une coupe de moteur maintenant dans cette équipe-là. Ouais, de la Rolls-Royce là-bas. Regarde, Jude Bellingham là. Je rêve à lui des fois. Incroyable, franchement. Je suis pas surpris en même temps. Je m'attendais à ce qu'il soit extrêmement performant, mais là, 10 sur 10, je veux dire... C'est juste exceptionnel ce qu'il arrive à faire. On va revenir au PSG. Luis Enrique, là, qui parle avant d'affronter Rennes, puis qui dit on a perdu 4-1, mais c'est une bonne performance. Je regarde ça, il y a plein de positifs à tirer de ça. Je paraphrase, là. Mais c'est un peu le discours qui tenait. Quand est-ce qu'il va te dessouler? C'est peut-être dur là, comme constat, mais il me semble qu'il est complètement déconnecté de la réalité, lui. Moi, je trouve qu'il abuse. Luis Enrique, il abuse parce que dans ses choix tactiques, comme je l'ai dit, j'ai l'impression qu'il est parti avec une grosse touche d'arrogance. À partir avec 4 joueurs à l'extérieur, 4 joueurs offensifs à l'extérieur de cette façon-là, dans un match qui s'avérait compliqué, pour moi, c'est suicidaire, tout simplement. Et puis ensuite, dans sa communication, on est en 2023, on a besoin d'explications, de contenu aussi intéressant, pas pour les journalistes, mais pour les gens à la maison, les amoureux du Paris Saint-Germain, qui veulent avoir une explication sur ses choix tactiques. Pourquoi jouer avec deux milieux de terrain seulement, quand on a 3 milieux... Dont un enfant de 17 ans, je veux dire. Donc forcément, on a envie d'avoir des réponses. Et puis lorsqu'il répond, qui donne des réponses toutes faites et qui donne vraiment pas envie justement de répondre aux journalistes, je trouve que c'est pas une attitude à avoir. Il a déjà eu cette attitude-là au Barça, avec l'équipe nationale aussi d'Espagne, où il allait carrément sur Twitch pour répondre aux gens et laisser les journalistes de côté. C'est une manière de gérer une équipe, aller sur Twitch. C'est une manière, en tout cas, mais je trouve que on a besoin de réponses, on a besoin d'explications aussi. Et puis, j'ai trouvé très entêté, moi, dans son match, à pas vouloir changer de tactique. J'espère qu'il va continuer à changer. Il l'a fait à Rennes hier. À lui de continuer dans ce sens-là. Est-ce qu'il sort du groupe? Oui. Paris Saint-Germain, oui. Je pense que... Quand même. J'espère qu'ils vont prendre des enseignements de ce genre de match. Il y a quand même Je te demande pas si tu espères. Je te demande est-ce qu'ils vont le faire. Oui, ils vont le faire. Il y a quand même de la qualité dans cette équipe. Pour moi, c'est le meilleur effectif du groupe. Après... C'est pas l'effectif, c'est pas la qualité qui fait la différence. C'est l'état d'esprit et j'espère qu'ils seront de retour à Paris pour massacrer cette équipe de Newcastle comme il se doit. On a le temps de penser à faire d'autres paris là-dessus. Là. On a le temps de voir ça arriver, mais en tout cas, champion incontesté du Paris à tellement sa cœur, c'est qui?
C'est moi. C'est Oli. C'est Faut moi. te le donner. T'es bon. Voilà. Il est bon. Qui a marqué le premier but de Newcastle à Sun? Le premier but de Newcastle. Pas dans l'histoire de Newcastle, je ne demanderai pas de faire ça. Là. J'étais en train de chercher des Teddy. Contre le Paris Saint-Germain. Des Teddy Sheringham. Je sais même pas. Alan Shearer. Le gars, il retourne à Alan Shearer puis à ces gars-là. Le premier but. Contre le PSG. Ah oui, le petit Mijuel. Le petit Miguel Almiron. J'ai parlé de lui avec Youssef, justement, d'AA, qui m'a écrit justement au moment où le but était marqué. Oh, le troll! Et ça donnait justement l'occasion de se rappeler que c'est un joueur de MLS, un ancien joueur de MLS qui arrive à faire la différence justement au plus haut niveau en Europe, comme quoi en MLS, c'est pas si nul que ça. Là, le gars, il a lu dans mes pensées. On fait un lien avec qu'est-ce qui s'en vient, parce qu'on va aller parler d'un gars qui a fait le chemin inverse, passé de l'Europe à la MLS. Mais c'est terminé, la saison, ou presque, de Lionel Messi. Hay un rumor que dice que podrían de pronto Leo irse a Barcelona por un tiempo a préstamo antes de que comience la próxima temporada. Si nos puede decir algo al respecto. Gracias. No será a pasear, no. No, la verdad que esto me sorprende, no sé nada. Si me decís que va a visitar Barcelona o de vacaciones, sí, te puedo decir, es probable, pero de esto, la verdad que desconozco. Tata Martino, pris de court par cette question-là sur le futur de Lionel Messi. Est-ce qu'il va être en prêt à Barcelone? Est-ce qu'il va aller en vacances à Barcelone? Ouais, en vacances à Barcelone. Je vois pire que ça comme scénario, mais bon, je ne suis pas un sportif professionnel multimillionnaire comme lui. Toujours est-il que l'Inter Miami a été battu par Cincinnati en fin de semaine, 1-0 à domicile. Messi, on s'est posé beaucoup de questions sur son état de santé, blessé, pas blessé. Il était sur le banc, il a joué les 35 dernières minutes, mais ça n'a pas été suffisant. L'Inter Miami est mathématiquement éliminé de la course aux éliminatoires dans la MLS. C'est fait. Et là, la question, c'est quoi la suite pour Lionel Messi? Parce qu'on s'attend tout le temps à ce qu'il se passe quelque chose avec Lionel Messi. C'est presque rendu notre réglage de base. C'est ça. Quelle est la suite? Quelle est la suite avec Lionel Messi? Comme si on ne pouvait pas envisager que prendre une couple de mois de vacances, ça pourrait être pas pire aussi. Qu'est-ce que tu penses que ça va être? Qu'est-ce que tu penses que ça va être le choix? Est-ce que c'est légitime de penser qu'il va retourner jouer quelques matchs à Barcelone? Comment est-ce que tu vois ça se dessiner? Je pense qu'il faut trouver une façon de rendre hommage à Messi au FC Barcelone. Après, de quelle façon? Est-ce que ce serait un match amical entre l'Inter Miami et le Barça? Est-ce que ce serait un prêt de Lionel Messi au FC Barcelone? Là encore, c'est des discussions. Mais financièrement, ça semble difficile. Oui, ça peut s'arranger d'une certaine façon. Vraiment? Oui, toujours. La Fédé puis la Ligue en Espagne sont pas compliqué. C'est compliqué. Sur les règles salariales, ils sont assez stiff. Non, c'est vrai, mais 5 mois d'arrêt, en fait, je trouve ça extrêmement long pour un sportif de haut niveau, surtout à 36 ans. Je trouve qu'il doit trouver un projet où il peut garder un certain rythme, garder l'envie de jouer, de trouver le terrain week-end après week-end. Et je pense que c'est dans son intérêt à lui, justement, d'avoir ce rythme-là, mais aussi pour les fans qui veulent voir Messi jouer, qui veulent voir Messi, justement, être sur les terrains week-end après week-end. Donc forcément, moi, je souhaite en tout cas qu'il puisse trouver un projet. Alors, est-ce que ce sera à Barcelone? Est-ce que ça sera en Argentine? Ça peut être une option aussi. Pourquoi pas trouver une pige en Argentine pendant 4 mois où il peut jouer et rendre... donner en fait son aura aussi sur ses terres. Aller faire un tour à Newell's. Pourquoi pas? C'est son club aussi, et je pense que ce serait une façon justement de tourner la boucle d'une certaine façon, mais moi j'espère en tout cas qu'il ne restera pas 5 mois inactif, parce que c'est compliqué à ce niveau-là, à 36 ans après de revenir aussi en forme. J'ai du mal avec ça. Il pourrait faire comme Matko Miljevic. Qu'est-ce qu'il avait fait? Je trouvais une ligue de garage, une ligue je rentre pas à côté. je rentre pas dans ces palabres-là. Non.
pense pas qu'il y ait une petite ligue, là. Pas besoin d'être à Miami même. Là. Il peut aller dans la banlieue d'Orlando, à Kissimmee, là, dans ces coins-là. Là. Il s'est fait remarquer. Puis il se fait jouer, puis comme ça, là, il peut jouer. Là, notre petit Marco s'est fait remarquer dans la petite ligue. En faisant mais quelques justement, fautes, non, il s'est pas tant fait remarquer. Bah, il me si, tu semble. rigoles. Ben non, mais s'il s'était fait remarquer à ce degré-là, il me semble qu'on en aurait entendu parler bien avant. Alors, imaginons Messi, justement. Donc, je pense pas qu'il ait la même idée que lui, mais écoute... C'était pas pire pareil. Tu ouais, sais. non, mais dans les cages, là, dans les cages avec des... Tu sais, vous avez ça, vous autres, en Europe, C'est là, vrai. des terrains Les failles. engrillagés. Là. Exactement. Non, moi j'espère qu'il trouvera un projet intéressant. Bon, on peut penser au Paris Saint-Germain, ça peut être une option. Je sais qu'il nous écoute Il l'a dit. depuis Miami, ça peut être une option pour lui. Qui sait. Ah oui, il a tellement aimé ça, il l'a dit à Miami. Je suis sûr qu'il serait reçu là, avec des grande fleurs pompe, ouais. puis tout, Exactement. du chocolat. Ce serait une petite option, mais non, faut qu'il trouve un club. Je pense que ce serait intéressant et j'ai hâte de voir quel choix il va trouver pour ça. Ou alors ça va être de longues vacances pour lui, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne option. J'étais de ceux qui pensaient qu'il y avait une chance que Miami se rende en éliminatoire, tout en pensant qu'avec ce qu'ils avaient fait depuis le début de la saison, Ils partaient trop la loin. Coupe des Ligues, ils partaient trop loin, mais ils ont gagné la Coupe des Ligues, ils sont qualifiés là, pour la Ligue des champions avec ça. Les éliminatoires, ça aurait été du bonbon, ça aurait été du bonus. Il y avait une chance qu'ils y arrivent, mais c'était du bonus. Au vu de tout ça, qu'est-ce que Lionel Messi a fait? Lionel Messi, qui est sur la liste, il a joué 4 matchs de MLS, Non, puis ça il est compte. candidat là, avant de Ça, faut tomber qu'on sur en la parle. Ligue. Ça Ah, fait pas si, si. sérieux, mais c'est les clubs qui soumettent leurs candidats, puis ils ont soumis Lionel Messi comme joueur de l'année, le joueur le plus utile en MLS. En tout cas, il y avait un petit coquin là, qui, samedi, après le match du CF Montréal, qui a demandé à Mathieu Choinière si sa candidature était plus légitime que celle de Lionel Messi. Ouais, Mathieu bien. a évité la question de manière très à droite. Mais au vu de tout ça, ça va être quoi le bilan de la première saison de Messi en MLS? Absolument positive. Franchement positive parce que il a joué avec le bon état d'esprit. Je trouve qu'il a tout donné sur le terrain. Il avait envie, ça se voyait. Il a été super efficace. Il a fait des actions de classe. Et puis moi, j'attendais chaque match de l'Inter Miami de façon... avec impatience, en fait, pour voir ce qu'il allait nous offrir encore en termes de spectacle. T'étais pas le seul. Là. Et c'est justement, ça a été exceptionnel. Je pense qu'il a réussi à mettre la MLS sur la map au niveau mondial. Ça l'était déjà d'une certaine façon, mais là, il y a eu beaucoup de curiosité. Les gens en Europe ont voulu voir ce qui se passait aussi. Aujourd'hui, on sait ce que c'est que l'Inter Miami. On commence à comprendre un peu plus le format de la MLS, ce que ça représente. Alors, il y a des commentaires positifs, d'autres négatifs, mais peu importe. Il y a quand même une pub et une discussion autour de ce championnat-là. Et ça, c'est dû à l'arrivée de Lionel Messi, qui a juste été fabuleuse. Il a mis des buts incroyables, des actions de classe aussi. Et puis, il a fait Barcelone, le Paris Saint-Germain, l'Inter Miami, mais j'ai comme l'impression que dans l'imaginaire des gens, quand il prendra sa retraite, ce maillot rose sur son dos, il restera quand même d'une certaine façon. Il Il y en aura a pas laissé son beaucoup empreinte. comme ça, quand même. Tu comprends ce que je veux dire? Ah Alors oui. que celui du Paris Saint-Germain, oui, je veux dire, personne n'ira prendre Lionel Messi, tu vois. Il n'est pas associé tant que ça Il n'est pas associé à ce club. l'organisation. Alors que la marque, le rose, le 10 de l'Inter Miami, ça restera. J'ai l'impression que ça restera après, bien entendu, celui du Barça, mais il laissera son empreinte, son héritage, et puis on sait déjà que c'est déjà gravé à jamais d'une certaine façon. Donc pour moi, son apport, il est juste exceptionnel, et j'ai hâte de voir l'année prochaine aussi ce que ça va donner en début de saison avec peut-être un nouveau recrutement. On parle de nouveaux joueurs aussi qui devraient s'amener de ce côté-là. Donc, Peut-être des nouvelles règles en MLS aussi. aussi, pourquoi pas, oui, l'ouverture à du recrutement de plus haut niveau aussi. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais en tout cas, 10 sur 10 pour l'arrivée de Messi en MLS. Miami est éliminé donc des éliminatoires, mais Miami peut encore influer sur le portrait des éliminatoires parce qu'il leur reste 2 matchs à jouer. Les 2 sont contre Charlotte, qui est actuellement 12e avec 39 points. Et ça, c'est 2 de moins qu'un certain club pas très loin d'ici, le CF Montréal, qui a bien fait en fin de semaine, mais qui a encore beaucoup à jouer. Je suis très content que finalement il a pris son sélection, son appel. J'espère que tous les joueurs vont retourner avec la bonne santé. Mais Mathieu,
j'ai dit à la semaine, il y avait un petit clip de moi qui parlait beaucoup de belles choses sur lui. Je vais dire encore une fois, c'est un joueur qui c'est un exemple pour tous les joueurs jeunes de l'académie, tous les joueurs jeunes qui veulent devenir un joueur professionnel. Tu veux regarder un joueur, regarde pas Ronaldinho, regarde pas Cristiano, regarde Mathieu Chonier. Ça, c'est le bon exemple, la bonne mentalité. Le coach demande à moi de jouer à droite, je joue à droite. Le coach demande à moi de jouer à gauche, je joue à gauche. Il aime de jouer au milieu, on essaye de mettre lui dans cette poste, box to box, il aime ça, mais il dit, pas de problème, à droite, pas de souci, je fais le boulot, je marque aussi des buts, je peux aussi donner des assists, c'est exceptionnel. Et j'aime de jouer comme Mathieu, j'aime un joueur comme Nathan Saliba, j'aime un joueur comme Joel Waterman aussi, qui a fait une saison excellente, à mon avis. Il mérite aussi d'être là avec l'équipe nationale. Et c'est ça. Si c'est à moi, je suis avec 11 Québécois, honnêtement, parce que c'est de la bonne mentalité. Hernan Losada qui a parlé beaucoup et de belle manière de Mathieu Choinière, qui est un des buteurs, un des 4 buteurs du CF Montréal contre Portland, victoire de 4-1 en fin de semaine. Mathieu Choinière qui finalement sélectionné par l'équipe du Canada, Mauro Biello qui a annoncé sa sélection avec quelques surprises, quelques noms qui étaient attendus, quelques noms qui étaient réclamés depuis belle lurette, dont celui de Mathieu Choinière. Il y a un match amical au Japon et c'est pour ça que le jour décisif en MLS n'est pas samedi qui s'en vient. Le suivant, tout le monde va jouer en même temps dans l'Est, tout le monde va jouer en même temps dans l'Ouest et c'est à partir de ça qu'on va avoir le portrait final des éliminatoires. Mais justement, Mathieu Choinière, on en a déjà parlé, à quel point on pensait qu'il méritait d'aller en équipe nationale au vu de sa saison. C'est lui le joueur le plus productif du CF Montréal cette saison. Il a encore montré avec un superbe but en fin de semaine. À quoi tu t'attends de lui au cours de cette pause internationale-là? Est-ce que tu t'attends à le voir jouer, premièrement? Absolument. Ouais. Absolument. Je trouve qu'il a connu une saison incroyable du côté du CF Montréal dans un contexte difficile où justement, lorsque tu es encore un jeune, entre guillemets, tu t'attends à être encadré de joueurs d'expérience qui peuvent t'amener justement à continuer à grandir, à éclore. Puis paradoxalement, c'est lui qui amène ces joueurs d'expérience dans son sillage et c'est lui qui est le joueur numéro 1 de cette équipe aujourd'hui. C'est la réalité. Ça a été une saison complète. Et puis, tu as parlé de son but. Moi, j'ai vu son but, bien entendu, mais en rentrant justement me poser à la maison, je regarde, puis je revois la vidéo, puis je remets la vidéo encore, puis je dis quand même la cacahuète qu'il t'a mis quand même. Hein. Il t'a envoyé un truc. Hein. Tu te dis, mais il y a quand même de la confiance, de la force, de l'assurance et de l'entraînement dans sa frappe de balle. Mais très zen aussi après, ouais. Hein, on l'a vu. Ouais, c'est ça. Très zen. C'est ça, une assurance et une force tranquille qui se dégageait. Tu te dis, putain, il a grandi le gars, il a grandi le petit, c'est plus le petit Mathieu Choinière. Le petit Mathieu, petit Mathieu. Exactement, et tu te dis que il est en pleine maturité aujourd'hui et puis il a encore la possibilité de continuer à progresser. Donc je pense que ça peut être une belle plus-value, non seulement pour le club, mais aussi pour l'équipe nationale, qui a un joueur qui a faim, qui est ambitieux. Hernan Losada l'a dit, hein, sa mentalité est exceptionnelle aussi. Et moi, c'est ce qui me plaît chez ces joueurs-là, c'est qu'ils arrivent à travailler, à pas se plaindre et à comprendre que tu joues à gauche, à droite, au milieu, en latéral. Il a connu tous les postes, Mathieu. Je pense qu'il y a juste gardien qu'il n'a pas fait. Je veux dire, il y a encore le temps. Il y a encore le temps. Exactement. Olivier Giroud l'a fait pour l'AC Milan. C'est ça. Hein? Exactement. Donc, je pense qu'il a la capacité justement de continuer à progresser. Et puis, c'est une mentalité fabuleuse qui lui permet non seulement de progresser, mais de permettre à l'équipe d'accrocher les séries, on l'espère en tout cas. C'est très très bien ce qu'il fait. Tu as l'impression que Mauro Biello tirait l'oreille de John Herdman depuis un bout de temps, puis que là, finalement, il y a les coups des franches et c'est ce qui a déterminé le futur de Mathieu avec l'équipe nationale? Non, je pense que Mauro l'avait en ligne de mire depuis longtemps. Je pense qu'il connaît les qualités justement de Mathieu. Il a littéralement connu le petit Mathieu. C'est ça, il a connu depuis très jeune. Donc forcément, il savait qu'un jour ou l'autre, s'il avait l'équipe, il le prendrait. Mais là, c'est une opportunité exceptionnelle. Il joue contre une grosse équipe. Le Japon, c'est pas évident. C'est quand même une grosse équipe, beaucoup de qualité. Mais je pense que c'est ce genre de défi qui peut permettre à Mathieu de continuer à progresser, d'évoluer. Et puis,
c'est une super opportunité. Il est bien encadré. Il y a un staff qui le connaît très très bien en équipe nationale aujourd'hui. Je pense à Yannick Girard aussi. Donc je pense qu'il a tous les atouts pour pouvoir se développer, avoir la confiance nécessaire pour devenir un joueur de très très haut niveau. Samuel Piette va être aussi avec le groupe du Canada. Pas les seuls convoqués en équipe nationale non plus au CF Montréal. Romel Kyoto va aller jouer avec le Honduras. Hernan Losada a fait bien attention à ce qu'il a dit. C'était drôle, hein? Là, t'es au sommet de ta forme. Ouais. Reviens comme ça, s'il vous plaît. S'il te plaît. Puis ça échaudé, etc., hein? Ouais, écoute, c'est cocasse, mais en même temps, c'est révélateur aussi d'un sentiment où on a l'impression qu'on n'a pas de certitude sur le sérieux, entre guillemets, que peut avoir Romel Kyoto en sélection. Donc, on veut le revoir en forme. C'est un joueur qui a énormément manqué pour cette équipe, beaucoup de qualité. Puis c'est dommage vraiment qu'il ne puisse pas être en forme à 100% à chaque fois. Ouais. Et là, donc, je parlais de Charlotte tout à l'heure, qui va affronter 2 fois l'Inter Miami. Là, le portrait actuel des éliminatoires, c'est celui-ci. Montréal est 8e avec 41 points. Derrière, 9e, c'est DC United. Mais DC United est mathématiquement éliminé. C'est sûr qu'ils vont se faire rattraper par quelqu'un. Et ça pourrait être Charlotte, 3 jours avant le jour décisif. C'est là que le premier match contre Miami a lieu. Charlotte est 12e avec 39 points. Donc, Montréal actuellement 8e, mais pourrait être 9e au moment où va s'amorcer le jour décisif. Et c'est à Columbus contre le Crew. Encore une fois, j'oublie c'est qui l'entraîneur de cette équipe-là. Je sais pas, c'est comme si... Voyons, rappelez-moi ça, quelqu'un. Ça t'échappe. Ça m'échappe. Beaucoup d'histoires déjà derrière ce match-là, puis on aura l'occasion d'y revenir. Mais là, c'est parce que derrière aussi, ça pousse. Là. Montréal se déplace pas très bien. Ouais. Columbus joue très, très bien à domicile. Et derrière, il y a les Red Bulls de New York qui doivent se déplacer à Nashville. Ça, c'est difficile. New York est 10e. Il y a Chicago qui va affronter le New York City FC, qui sont eux-mêmes 13e. Encore avec les éliminatoires à portée, ça va être un autre gros match à suivre. Ça risque d'être un fouillis total le 21 octobre, pendant que tous ces matchs-là ont lieu. Mais rapidement, puis encore une fois, on va sans doute y revenir sur ce match-là la semaine prochaine, le Crew qui reçoit Montréal au jour décisif. Mais rapidement, est-ce que tu y crois? Est-ce que Montréal peut accrocher les éliminatoires au vu aussi de ce qu'ils ont fait contre Portland? Si cette équipe-là est celle qui affronte le Crew de Columbus, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant quand même. Ça va être extrêmement difficile, pour être très franc. Au vu des forces en présence, sincèrement, le CF Montréal a énormément de mal à l'extérieur. Aller chercher des points, c'est extrêmement difficile en ce moment. Columbus est venu s'imposer ici. Exact. Et puis, dans le contexte, dans l'histoire du match, dans ce que propose aussi Wilfried tactiquement et techniquement, c'est juste incroyable. Pour moi, Columbus, c'est une ou la deuxième meilleure équipe de ce championnat aujourd'hui, en tout cas, au vu de ce qu'ils arrivent à proposer. C'est la meilleure attaque du championnat. C'est juste la défense qui est pas tout à fait, qui suit pas tout à fait le rythme. C'est ça. Et à domicile, ils font carton plein pratiquement. C'est à l'extérieur qu'ils ont du mal. Seulement 2 victoires à l'extérieur, il me semble. Donc forcément, ça va être un gros défi, peut-être un exploit, même si le CF Montréal arrive à s'imposer là-bas. Maintenant, sur un match, tout peut arriver. Ce que j'ai envie de leur dire aussi, c'est que on est capable justement de faire foi sur 90 minutes. Ça va pas être évident, mais il y a que vraiment qu'on la clé d'y croire entre eux, de se dire que ils peuvent faire l'impossible. Et à partir de là, on peut espérer justement d'avoir un exploit, parce que ça sera un exploit, il faut le dire. Le projet de Columbus et celui de CF Montréal est diamétralement opposé. C'est pas la même chose. Columbus est là pour gagner le titre, tout simplement. Donc forcément, ça va être un très très gros défi. Puis j'ai hâte de voir ce que vont faire ces jeunes-là face à cette écurie-là, mais ça va être difficile quand même. C'est samedi. Dans 2 semaines, on va savoir c'est quoi le portrait des éliminatoires exact. Je vous rappelle, il y a les 7 premières équipes de chaque association qui sont directement qualifiées, puis il va y avoir un match de barrage, 8 et 9. On s'accrochait encore à la possibilité que Montréal reçoive Miami. Ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas, désolé. Montréal qui va tout faire pour accueillir ce match-là en éliminatoire, ce match de barrage-là. C'est ce que Mathieu Chouanière a dit d'ailleurs. Parlant d'accueillir des matchs, puis on espère, puis on s'accroche pour accueillir des matchs, parlons de l'Amérique du Sud, parce qu'on a su cette semaine quel était le nouveau projet de la FIFA pour la Coupe du monde de 2030.
On aurait dû se préparer une carte derrière. Maintenant que j'y pense, ça aurait peut-être facilité la tâche parce que là, voilà, Coupe du monde masculine de 2030 à Sun, c'est pas encore ratifié par le congrès de la FIFA, mais on a déjà dit qu'on n'accueillerait plus aucune candidature pour celle de 2030 et il y en a une seule qui est en lice, celle de l'Espagne, du Portugal et du Maroc. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. On sait à quel point c'est rendu compliqué d'organiser ces tournois-là. Si 3 pays qui sont géographiquement rapprochés veulent accueillir le tournoi, pas de problème. Mais là, on va faire une célébration de la 100e Coupe du monde. Pas de la 100e, de la 100e Coupe du monde. Ça, c'est dans un petit bout de temps. Du 100e anniversaire de la première Coupe du monde en 1930. Et c'est pourquoi il va y avoir des matchs commémoratifs en Argentine, en Uruguay et au Paraguay pour le 100e anniversaire. Discuss. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, on dirait que je suis pas capable de m'imaginer qu'il y a du monde autour d'une table qui se sont dit « Hey, on devrait faire ça ». Moi, j'ai du mal. Franchement, je comprends pas cette décision, tout simplement. J'ai l'impression qu'on perd l'essence même de la Coupe du Monde, en fait, à avoir un pays qui reçoit le monde entier, où il y a une certaine touche, une frénésie qui émerge dans le pays. Et puis, pendant un mois, on a hâte justement de découvrir ce pays-là. Puis, ce pays hôte fait découvrir sa culture, l'effervescence, la joie aussi de tout un pays. Puis là, tu dispatches en fait cette énergie-là dans le monde entier. Et puis tu as l'impression qu'on perd justement ce qui fait la beauté et le charme d'une Coupe du Monde. C'est vraiment la ferveur populaire, c'est ce charme-là. Donc forcément, quand tu le dissous de la sorte, tu enlèves justement cette magie, j'ai l'impression. Après, tu te demandes que tu t'es dit que tu as eu du mal à imaginer qu'on ait pu justement s'asseoir dans un bureau et mettre en place ce format-là. En même temps, s'il y a place dans le monde, un bureau dans le monde où est-ce que je m'imagine qu'on pense que c'est une bonne idée, c'est bien ceux de la FIFA. Non. Tu sais? Non, Olivier. C'est dans le bureau de l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que la réalité, à mes yeux, c'est que si on a fait ce choix-là, c'est pour justement permettre à l'Arabie Saoudite d'être seule candidate en 2034 et de pouvoir récupérer la Coupe du Monde seule, parce que tu leur as donné dans un seul coup à l'Europe, à l'Afrique, à l'Amérique du Sud. Et il y a le principe de rotation des confédérations, des continents. Exactement. Et là, on a annoncé en même temps que pour la Coupe du monde masculine de 2034, on accueille seulement des candidatures de la Confédération asiatique et de celle de l'Océanie. Donc, moi, j'ai assez hâte de voir la candidature genre des Samoa. Mais c'est ça. Donc, il reste qui? Et qui a annoncé justement qu'ils étaient officiellement candidats pour recevoir la Coupe du Monde 2034? L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, s'il avait pu devancer le communiqué de la FIFA, il l'aurait fait. Il était prêt. Il avait juste à appuyer sur envoyer. Ils l'ont fait dans la même journée. Dans la même journée, dès qu'il y a eu l'annonce, tout de suite, l'Arabie Saoudite se porte justement candidate. Donc, tu sais ce qui s'est passé. On a fait ça pour octroyer la Coupe du Monde à l'Arabie Saoudite. Et je trouve que c'est bien dommage d'une certaine façon de le faire de cette façon-là, en tout cas. Je trouve que c'est même pas subtil, en fait. Attendez peut-être 3 semaines, 3 semaines avant de l'annoncer. Mais non, le lendemain, tout de suite, on voit ce qui se passe. Et puis, moi, j'ai l'impression que c'est l'argent qui mène tout aujourd'hui. On a du mal finalement à respecter cette effervescence, cette chaleur, cette particularité que nous offrait justement la Coupe du Monde. Là, on a un style Ligue des Champions, si tu veux, au niveau international. Et puis, ça perd un petit peu de magie, je trouve. Tu sais ce que j'espère, moi? Ils accueillent seulement des candidatures asiatiques et de l'Océanie. J'aimerais ça, moi, que l'Australie puis la Nouvelle-Zélande lèvent la main. Ça me semble j'aimerais ça. Ouais, on est là, nous aussi. Ouais, j'en reviens là, de l'Australie, tu vas me dire, puis je suis peut-être biaisé à cause de ça, mais quand je regarde la manière dont ça a été organisé, la Coupe du monde féminine de cet été, la manière dont ils sont capables de gérer des foules aussi. Ils savent comment gérer des foules en Australie. Quand tu regardes le football australien, la ferveur que ça suscite, puis les 80-90 000 personnes qui se déplacent chaque semaine à Melbourne, par exemple, au Cricket Ground pour des matchs de AFL. Puis tu as des stades à Perth. Oui, à Perth, le stade était petit pour la Coupe du monde féminine peut-être, mais si tu veux faire plus grand, l'autre bord de la rivière, tu as le grand stade Optus qui en compte 60-70 000, je ne sais plus trop. Ils ont les infrastructures.
il se passe beaucoup de choses en Australie, tu vas me dire. Il y a eu cette Coupe du Monde-là, il y a des Jeux olympiques qui s'en viennent aussi dans le coin de Brisbane. Il était supposé avoir des Jeux du Commonwealth qui n'ont plus lieu. C'est compliqué, mais il me semble la communauté du football mondial n'attendrait que ça, je pense. Ce serait mérité, ce serait beau, c'est du folklore, mais Olivier, oublie ça. C'est réglé, c'est l'Arabie Saoudite. Et si on a justement ouvert cette possibilité de donner en 2030 la Coupe du Monde à tous ces pays-là, c'est pour que la rotation se fasse plus vite et d'un coup, en fait. Voilà. Et puis qu'on se dise, 2034, c'est l'Arabie Saoudite, c'est réglé. La seule explication que j'ai, c'est celle-ci. Et pour moi, elle enlève justement cette magie. Et puis, c'est de la bureaucratie, c'est des négociations qui sont déjà réglées. Et puis, personne n'est dupe, à mon avis. Je pense que c'est vraiment la réalité, la grande raison qui fait on aura des matchs en Uruguay, on aura des matchs en Argentine, on aura des matchs en Uruguay et en Argentine. C'est les finalistes de la Coupe du Monde de 1930. Tu te dis, c'est beau. OK, peut-être. Mais c'est puis bien. on pourrait parler des soucis environnementaux. Puis là, on n'a pas le temps de le faire. Mais le Paraguay, C'est ça. le Paraguay, ils sont uniquement là. Ils sont même pas sortis de leur groupe en 1930. Je regardais ça hier. Le Paraguay à la Coupe du Monde de 1930, petite victoire de 1-0 contre la Belgique. Puis après ça, ils se prennent un 3-0 contre les Américains. Puis les Américains, c'est un triplé d'un gars qui s'appelle Bertrand Patnaud. Ouais. C'est ça l'historique du Paraguay à la Coupe du Monde de 1930. Mais les bureaux de la CONMEBOL sont à Luque. Donc, Faire avec, c'est comme ça. tu te dis, t'es la FIFA, puis on prend tout le temps des volets de bois vert pour la manière dont on a l'air d'essayer de faire plaisir à nos amis en cravate. Puis qu'est-ce qu'on fait? On met un match à un endroit parce qu'il y a des bureaux là. Comment sauver les apparences Exactement. par la FIFA? Exactement. C'est formidable. C'est vraiment le cas de figure, là. Ouais. Parlant de FIFA, tu sais, on va terminer avec ça pour te faire plaisir, parce que ça a commencé rough. Hein? Allez, ouais. Ça a commencé rough pour toi. FIFA, pour la plupart des gens, j'ai l'impression, c'est le mot qui évoque le jeu vidéo. On a su il y a quelques mois déjà, mais là, ça commence à devenir très concret que le jeu va changer de nom. Ouais. La FIFA ne donne plus le droit d'utiliser le nom à Electronic Arts pour sa fameuse série de jeux vidéo, ce qui nous a inspiré la question aux auditeurs de Tellement Soccer, quel est votre jeu de vidéo? Jeu de vidéo. Belle diction, ça. Jeu vidéo de soccer Ils auront compris. préféré. Et il n'y a pas eu beaucoup de la réponse que moi j'attendais, c'est-à-dire Football Manager, peu importe l'édition. Football Manager, pour moi, est un C'est un jeu classique. C'est un deuxième job, Oui, pour beaucoup. Football Manager. Ouais. Franchement, là, ceux qui savent. On a parlé de... On nous a soulevé Pele's Soccer pour Atari. Es-tu assez vieux pour avoir joué au Atari, toi? J'ai connu l'Atari, mais T'as pas joué à Pele's Soccer? jamais joué. Ça avait pas l'air top. Non. Ça avait pas l'air top. Je te le dis tout de suite. Ouais. Quelqu'un a parlé de FIFA Street. FIFA Tiens-tu- Street. Ouais, c'est un jeu de soccer de rue. Ben, sûrement, Un peu j'ai étrange. le nom en référence en tête, mais j'ai Je jamais. vois les images aussi dans ma Ouais. tête, puis je sais pas, ça me rappelle pas tant des si Des bons flashs, souvenirs que ouais. ça. Exactement. Il y a quand même Mathieu qui nous a souligné que FIFA 98 n'a jamais été égalé. Le 98, ça, c'est l'édition qui lui a fait le plus plaisir. Et il y a aussi notre ami Serge. On l'appelle Serge, c'est Loïc, mais on l'appelle Serge, qui parle avec justesse du fameux duel qu'il y a eu à une certaine époque. C'est plus vraiment un duel entre Pro Evolution Soccer et Ouais. FIFA. PES, c'était- c'était vraiment. Pour la vraiment- jouabilité, pour Ouais. vraiment la manière dont tu utilisais la manette. C'était un jeu, c'était un gros débat. Fallait pas mettre quelqu'un qui aimait jouer à FIFA et quelqu'un qui aimait jouer à PES dans la Exactement. même pièce. Ça pouvait mal finir. Exactement. Ceux qui savent. Encore une fois, personne n'a parlé de Sensible Soccer. Ça m'a déçu. Sensible Soccer, je pense que c'est connais pour Super Nintendo. Ah, je connaissais pas. Le jeu où c'était le plus facile de marquer des buts de 40 mètres. Ah ouais. Non, j'ai pas connu. Ouais. Il y a Jacques-Alexis là, qui me souffle à l'oreille que lui s'ennuie d'Alex Hunter quand EA a commencé à jouer son mode dynastie, ou je sais plus trop, là. Mais Story Mode, voilà. Les Alex jeux vidéo. Hunter, une aussi grande vedette dans le milieu du soccer que Santiago Muñez. Ça permet de faire un beau lien, ça, boucler la boucle sur ce Tellement Soccer édition spéciale Asun et Newcastle.
Belle cravate à ça. Ouais, merci beaucoup, hein. Belle cravoute. Ouais, je l'ai quand même tenu. Hein. J'ai quand même tenu la cravate malgré le pull. Puis te dire bravo, Oli, pour c'est la beau comme un victoire. cœur. En attendant le match retour. Oui, je l'attends moi aussi, avec beaucoup d'impatience. Exactement. Dan Burn est inévitable. Merci à Jacques-Alexis derrière la console. Merci aussi à Benoît. Merci à toi, Assoun. Merci à vous à la maison. Et on va se retrouver la semaine prochaine avec une équipe complète. Ça va être le retour du hockey, fait que on va remettre un trio devant l'objectif. C'est ça le lien. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.